Vous savez, on a connu le système marxiste. On a connu le système marxiste. Et dans le système marxiste, le maintien de l'ordre obéit à une doctrine de guerre psychologique et fabriquée au cours de la guerre d'Algérie. Si je me mets à faire ce développement, on va être trop long. Regardez cet ouvrage-là, par exemple. Cet ouvrage-là, vous avez vu, la République, son armée face au péril subversif, qui était le communisme à l'époque pour eux. Donc, la guerre psychologique, la doctrine de la guerre révolutionnaire, en réalité, permet à l'État de mettre l'armée et la police sous un même commandement. Et pour faire le maintien de l'ordre, tout le monde est sous un même commandement. C'est pourquoi nous avions eu, à l'époque, la milice populaire sous le PRPP, et nous avons eu les forces de défense et les forces de sécurité publique. Donc, il y avait un embrouillamini, un imbroglio, qui a été créé par l'ordonnance de 75, il me semble, par le général Kékou. Et donc, les militaires, forts de ce passé-là, veulent toujours venir intervenir dans le maintien de l'ordre. Ce n'est pas leur rôle. Ce n'est pas leur rôle. Et je ne sais pas si vous avez suivi la conférence nationale. À la conférence nationale de février 90, les conférenciers disaient les militaires dans les casernes, les militaires dans les casernes, les militaires dans les casernes. Et ils ont voté une motion de désaffiliation de la police de l'armée. On ne doit pas affilier la police à l'armée. Mais c'est tout le contraire qui se passe aujourd'hui chez nous. Et ça fait partie des dérives du recul démocratique que nous critiquons. Monsieur Oundéyon, vous avez... Vous permettez, Vita, vous permettez? Oui. Allez-y, oui. Oui, mais ce qu'on voit, ce n'est sûrement pas l'initiative des militaires, des patrons de militaires, c'est nos politiques qui décident. Vous avez dit à votre époque, les deux colonels qui sont venus vous voir ont dit c'est le président Boni Yaye qui les a envoyés. Alors, quand on est entrepris par des politiques comme cela, quelle devait être l'attitude normale? C'est resté comme un roulon. Après l'émission là, je vous conseille d'aller faire des enquêtes sur Oundéyon au sein de la police. C'est pas l'homme, c'est pas ce que les gens disent. Et quand vous n'êtes pas resté Oundéyon, pénalement, est-ce qu'il a une responsabilité à assumer? Oui, mais si vous ne restez pas Oundéyon, pénalement, vous êtes responsable des morts. Ah, vous êtes responsable des morts. Vous avez tué des gens sur un lieu de manifestation. Ce n'est pas des délinquants. C'est des manifestants, c'est des gens, des démocrates. La manifestation, pour un bon policier bien formé, la manifestation est une fête de la démocratie. C'est une expression de la démocratie. Et pour nous travaillons, les policiers travaillent toujours encadrés. Vous n'avez pas vu que quand j'étais commissaire central de Cotonou, là, je prenais la tête des manifestations moi-même pour marcher. Vous allez dire, vous n'avez pas vu? Justement, là-dessus, monsieur Oundéyon, vous avez été commissaire central de Cotonou, vous avez été DGPN. Est-ce que pendant tout ce parcours, il est arrivé des manifestations où vous n'avez pas l'effectif adéquat pour encadrer? Parce qu'aujourd'hui, il est fréquent d'entendre que des manifestations sont interdites parce que l'effectif pour l'encadrement n'existe pas. Oui, et monsieur Panou, ça fait partie des reculs démocratiques dont on parle. Le code pénal que la cour d'Arusha en Tanzanie et la Cour africaine des droits de l'homme a dit que le code pénal n'est pas advenu et qu'on nous applique. C'est dans ce code qu'on est allé mettre l'interdiction des manifestations dans notre pays. Pas interdiction, non seulement l'interdiction, mais ils ont soumis les manifestations maintenant à une autorisation préalable. On appelle ça un régime de police. C'est un régime dictatorial, c'est un système dictatorial. Non? Parce qu'on parle en matière d'aménagement des libertés publiques. Vous avez le régime répressif et le régime de police. Le régime répressif, c'est quoi? On vous laisse faire ce que vous voulez faire. On vous encadre. Mais si vous débordez, vous commettez des infractions, vous en répondez devant les tribunaux. Mais dans un régime de police, c'est ça dans notre territoire de droit, on parle de régime répressif. Je ne veux pas faire de la littérature juridique pour renvoyer des auteurs. Sinon, je vais devenir fou en citant des gens sur cette question-là. Je ne veux pas aller. Je veux rester... Vous allez devenir la machine à citer. La machine à citation. En la matière, là. Monsieur Pezo, allez, au fait, il y a le régime répressif qui est le régime démocratique. C'est-à-dire, on vous laisse la liberté. Et c'est ça qu'on appelle le régime de déclaration préalable. Vous déclarez
à l'autorité investie des pouvoirs de police, c'est-à-dire le maire ou le préfet, territorialement compétent, vous leur déclarez que vous voulez faire la manifestation à tel jour. Et voici votre itinéraire. Et l'autorité discute avec vous. Et voici, vous avez mis un service d'ordre en place à l'intérieur de la manifestation. Parce qu'à l'intérieur des manifestations, et je renvoie à ce livre-là aussi, Pierre Fabre. C'est une étude très intéressante sur la manifestation. À l'intérieur de la manifestation, il y a un service d'ordre, en dehors de la police, qui canalise les manifestants dans un régime démocratique. La manifestation ne pose aucun problème. Et comme l'a dit Marcel Leclerc, on a dépassé les états où aujourd'hui, une simple manifestation de rue peut faire tomber un président. Donc que les gens cessent d'être obséquieux sur cette question-là. Maintenant, vous avez le régime répressif et le régime démocratique. Mais quand on met dans un code pénal qu'il faut d'abord l'autorisation d'un préfet ou d'un maire avant de manifester, nous sommes passés dans un régime de police qui est un régime dictatorial. Il faut dire les choses clairement. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est les livres de liberté publique qui le disent. Et donc, c'est des choses contre lesquelles nous devons nous mobiliser, nous tous. Pour faire pour des choses que contre lesquelles nous devons tous nous mobiliser pour dire que ceux qui continuent d'appuyer... Pardon? Je dis, au-delà des livres ou des auteurs, c'est la norme en matière des droits humains à l'international. Oui, c'est pourquoi il dit, je ne veux pas faire... Je vous ai dit que mon garçon m'a dit de ne pas faire une recension de livres. Aujourd'hui, que ne veut pas entendre une recension de livres, d'être terre à terre. C'est la norme à l'international, c'est la norme démocratique même ça. Mais bon, en général, si c'est une norme, cela devrait faire partie des principes en termes de formation, de renforcement de capacité des agents de la police républicaine ou des forces de l'ordre. Mais alors, vous qui êtes déjà à cette étape aujourd'hui d'expérience, oui. Je voudrais savoir pourquoi on n'apprend pas ces b.a.-ba aux agents des forces de sécurité. Monsieur pourquoi cela n'est pas devenu leur credo, c'est-à-dire le concept de la baïonnette intelligente, par exemple, n'est pas devenu leur credo. Je limite à quoi? Je suis curieux de comprendre. Non. Votre curiosité est bien fondée. L'article 40 de la Constitution dit, en l'alinéa 2, l'État doit intégrer les droits de la personne humaine dans les programmes d'alphabétisation et d'enseignement des différents cycles scolaires et universitaires et dans tous les programmes de formation des forces armées, des forces de sécurité publique et assimilées. Nous, dans l'ancienne police, pour ce que je connais, vous ne pouvez pas sortir commissaire de police ou officier de police ou inspecteur à l'époque sans avoir reçu cette formation-là. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas ce que se faisait à l'intérieur de l'ancienne gendarmerie et je ne sais pas ce que se fait au sein de l'armée. Mais il se fait que les gens délaissent les tests et font leur volonté. C'est ce dont nous sommes en train de parler. Tout ce qui se fait aujourd'hui, les gens délaissent les tests et font leur volonté. On dit que c'est la volonté du chef de l'État. La volonté du chef de l'État ne vous couvre pas, militaire. Policier, la volonté du chef de l'État ne vous couvre pas. C'est vrai. Elle n'est pas la loi. Elle n'est pas la loi, puisque regardez tout l'acharnement qu'on a eu contre moi, contre ma personne. S'il avait fait des choses qui ne respectaient pas la loi, je serais en liberté. La roue tourne et le pouvoir change toujours de main. Et vous ne pouvez rien contre, comme le disent les trucs là, les métaphysiciens. L'univers, le cosmos bouge, il est toujours en mouvement et vous ne pouvez rien contre. Et comme le dit Joseph Murphy, que j'aime souvent citer, vous allez vous retrouver, lever un matin et vous allez apprendre que la révolution fait rage quelque part, ou qu'un nouveau chef de l'État ou un nouveau roi a pris le pouvoir quelque part d'autre. Donc on n'a rien, on n'a aucune garantie en tant que militaire, même magistrat, quand vous prenez des décisions aujourd'hui, croyant pouvoir les justifier. Avec la dernière sortie du professeur Olo, je pense que le dossier coup d'État là est relancé complètement parce qu'il nous a donné la définition du coup d'État. Et donc, les gens de la Criette, les magistrats de la Criette seront obligés aujourd'hui de requalifier les faits. Il parlait déjà de sûreté de l'État, d'atteinte à la sûreté de l'État. C'est pas synonyme de coup d'État. Oui, ce n'est pas synonyme de coup d'État. Monsieur Vital, monsieur Vigile Amancé,
avec la décision de la Cour africaine des droits de l'homme que nous avons lue là, quand vous prenez le dossier du coup d'État, est-ce qu'il y a coup d'État et à supposer même que ce soit un militaire, une autorité située. On ne va pas s'écarter du sujet. Non, laissez-moi aller, s'il vous plaît. Pardon. Ce que je veux dire est très pertinent. Sauf si vous pensez le contraire après. Regardez. Mais quand on parle de coup d'État, dans ces conditions-là, et que la définition du coup d'État ne correspond pas au fait reproché ou poursuivi. Mais qui répond de cette responsabilité-là après? Le magistrat, il va en répondre. S'il poursuit quelque chose, des faits qui ne sont pas constitués, et quand matin le pouvoir change de main, il ne va pas en répondre. Les gens vont laisser le magistrat, ils vont dire c'est un magistrat, il a le droit, il a fait son travail, il a exercé une voie de fait, il sera poursuivi. Je commence par dire au magistrat, prenez garde, prenez soin de vous-même. Le pouvoir ne restera pas dans les mains d'une seule personne tout le temps, c'est faux. Même la nature est contre ça. Et quand vous regardez... Il y a aujourd'hui la loi d'amnistie. On se rappelle pour le régime du PRPB, pour les exactions qu'il y a eu sur le régime du PRPB à la faveur de la conférence nationale. Il y a eu une loi d'amnistie et puis en 2019, pour les événements de 2019, il y a eu une nouvelle loi d'amnistie. Est-ce que ça ne constitue pas une voûte de protection aujourd'hui? La Cour africaine des droits de l'homme a dit que l'amnistie là n'est pas advenue, que cette loi-là n'existe pas, que la révision constitutionnelle de 2019 n'existe pas. Et un président de la République s'accroche à ça. Il s'accroche. Et là, je ne suis pas national qui a parlé. Je ne sais pas pourquoi les juristes sont silencieux. C'est la peur qui est aussi avancée. Qu'est-ce que Vigilant pense? On va revenir dans le sujet si vous permettez. Alors, parlant de maintien de l'ordre, est-ce que, disons, l'autorité civile, l'autorité administrative peut apprécier les choses en se disant, ce terrain, ça va être tellement chaud que, en même temps que les policiers y vont, je donne la réquisition. C'est-à-dire, ils n'ont même plus besoin de m'appeler ou d'attendre mon appel. Si ça déborde, si vous pensez que c'est ceci, tirez. Est-ce que ça peut se donner comme ça une réquisition? Une réquisition comme ça ne peut pas prospérer. Et je vais vous donner un exemple. Vous savez, je suis physiquement peut-être un peu jeune, apparemment, mais j'ai déjà 29 ans de service avant qu'on me mette à la retraite d'office. Donc, j'ai une expérience terrible en la matière. Quand moi, je suis venu aux affaires et que j'ai constaté que les maires et les préfets ne vont pas sur les lieux des manifestations, j'ai commencé par dire au commissaire, amener le préfet sur le terrain des manifestations. Quand il y a eu les événements à Sanaï, ce que personne n'a certainement, il ne m'a jamais pardonné. Et l'ancien ministre, il est devenu ministre de l'Intérieur par la suite. Et comment on l'appelle déjà? Azandé Placide. L'ancien préfet, oui. Azandé Placide, je suis allé le sortir de son bureau, je lui ai remis l'écharpe tricolore. Je lui ai dit, monsieur le préfet, allez sur le terrain, surtout le 6. Pour le 6 là. Et il transpirait bien. Et c'est son rôle. C'est son rôle, non? La loi dit que c'est son rôle. Sinon, si nous ne nous approchons pas à la loi et que nous sommes dans la complaisance, ce n'est pas bien pour nous. Moi, aucun recteur n'a eu l'opportunité de me déployer sans une réquisition. Aucun préfet. Quand un préfet m'appelle, je dis, où est la réquisition, préfet? Où est la réquisition? Parce que vous avez toujours en tête demain. Vous avez toujours en tête, ça peut changer, je peux être passible. Vous savez que je suis l'un des policiers les plus critiqués au Bénin. Je fais partie d'un des policiers les plus critiqués au Bénin. Mais ce qui fait que mes collègues me critiquent, c'est cette rigueur interne là, à mon fonctionnement qui les gêne. Et les militaires n'aiment pas entendre ce que je suis en train de dire. Pour eux, il faut flatter le politique. Oh oui, nous, même on peut faire le maintien de l'ordre. La Constitution dit que vous avez une tâche, une mission de spécialisée de protection du territoire national. Et que s'il faut vous déployer pour d'autres missions, il faut nécessairement respecter les formes prévues par la loi. Et le droit de la force publique a été écrit par les révolutionnaires de 1989 qui ont été répétés dans la Constitution du 11 décembre 1990. Et on dit l'armée ne peut être déployée que sur réquisition. Ce n'est pas difficile à retenir, non?
Maintenant, si un militaire soutient un chef de l'État et il va tirer à Tchaourou, il va tirer à Gourouberi, il va tirer à Guinée-Laga, il va tirer à Tchaourou et Dassa, Kadiaoué consort, il en répond devant la loi. Il en répond devant la loi. Et moi, ce que je vais dire aux avocats, c'est de commencer par demander les réquisitions que les militaires ont eues pour aller tirer sur certains terrains donnés. S'ils n'ont pas les réquisitions là, et je suis sûr qu'aucune autorité politique aujourd'hui, avec tout ce qui se dit aujourd'hui, avec le recul, si les autorités n'avaient pas signé la réquisition, ils n'auront plus de réquisition aujourd'hui, donc ils n'auront plus de garantie. Et demain, les tribunaux seront éloquents. Je connais les magistrats béninois. Ils seront éloquents. Mon général, oui. Puisque vous avez bien les archives, je voudrais quand même titiller votre mémoire avec cette affaire du jeune Axel Micho Thierron. Un jeune homme, ils étaient deux à moto une nuit, et l'un a été abattu par la police. Et très tôt le lendemain, le porte-parole de la police, dont je ne veux pas citer le nom ici, vous étiez aux affaires à l'époque. Bon, vous étiez aux affaires. Mon général, vous étiez aux affaires. Oui, j'étais aux affaires. Comment est-ce qu'on peut fabriquer des preuves? Non, c'est quelqu'un. Et monsieur Perzo, vous allez finalement me connaître. C'est un incident très regrettable. Et merci que vous me donniez la parole aujourd'hui pour que je vous dise mon point de vue sur ce dossier-là. Le commissaire central n'avait pas été loyal envers moi à l'époque. Le commissaire de la papa, le commissaire, oui. il est même de ma promotion. Toklebe, très bien. Ils n'ont pas été du tout loyaux envers moi. Et nous, on avait cru en leur sincérité et le porte-parole avait pris la parole. Mais après, c'est après que nous avons vu que c'est la police qui avait tort. Mais pourquoi, quand vous avez tort là, qu'est-ce qui vous en fait de dire que j'ai tort? Nous avons tort, la police a tort dans ce dossier-là. On a tort, on a eu tort dans ce dossier-là. Et moi, j'ai regretté le comportement du papa de l'enfant qui était dans la douleur, je le comprends. J'ai voulu le voir. J'ai voulu personnellement le voir pour lui dire vraiment mes condoléances et pardon. Parce qu'aucune justice ne peut rétablir la vie de quelqu'un qui est mort. Vous avez voulu faire ça après la justice ou avant? Avant même. Il est un colonel. Son papa est un colonel. C'est le colonel Micho Diawo, c'est mon doyen. Bien sûr. J'ai voulu le voir, mais vous savez, à la police, vous avez toujours des opposants, quel que soit votre poste. Mes opposants qui sont de la région du colonel Micho Diawo sont allés déjà dire des conneries, des clochardis sur moi. Mais malheureusement, je n'ai jamais eu l'occasion de voir le colonel Micho Diawo. Et vous avez dit quelque chose, le jour où je vais le voir, je vais me mettre à genoux. Mais est-ce que les responsables de l'acte, est-ce que les responsables ont répondu de leurs actes? Ils ont répondu, ils ont été condamnés, ils sont en prison. L'un a été écroué à la prison. D'accord. Pas un seul. Ils sont, tous ceux qui ont participé à l'affaire, à cette affaire-là, ont été écroués. Bonne information. Et je compatis à la douleur du père. Parce que je ne suis pas inhumain de nature. Non, non. Alors, Vigile et Perzo, nous sommes déjà à 1h12 d'émission. J'espère que vous avez encore des questions au général avant qu'on ne se sépare. Oui, permettez-moi de conclure sur cette question. En fait, j'ai eu beaucoup d'émotions et le regret de ne pas pouvoir dire pardon au père de l'enfant à cause des collègues qui sont allés dire des choses. Je suis directeur général, je suis à la maison, ils ont fait une opération. Et voilà. Les collègues vont dire que c'est Ounion qui a tiré sur l'enfant. Oui. Quelle est cette méchanceté-là? Non, si je vois le colonel, si j'ai l'occasion de le voir, je vais lui présenter mes condoléances et tout. Je vais lui demander pardon. Je sais qu'aucun pardon ne peut le consoler. Mais il faut avoir l'honnêteté de savoir que nous avons mal travaillé, les collègues ont mal travaillé sur ce dossier-là. Oui, et vous avez demandé ainsi déjà pardon, mon général. Quelle est votre appréciation globale de maintien de l'ordre, on va dire, depuis 2016, avec les lots de décès ou de tueries qu'on a enregistrées depuis 2016, ces nombreuses tueries, sans exagérer, parler ainsi? Et il faut revenir aux normes démocratiques. S'il y a des gens qui sont en conflit avec la loi, il faut les présenter aux tribunaux. S'il y a des gens qui sont en conflit avec la loi,
il faut les présenter aux tribunaux. Il est bien vrai, on me dira, Philippe Mounion, toi, tu tirais sur les gens. Mais c'était au vu de tout le monde. C'était des actions publiques. C'était des engagements publics. C'était des opérations publiques. Je ne suis jamais allé chercher quelqu'un pour qu'on le retrouve ailleurs. Bon, non. Il faut revenir à la norme démocratique. Si les gens ont commis des actes, les délinquants ne sont pas nos ennemis. Vous allez vous étonner de savoir que nous-mêmes, là, quand on prend des braqueurs vivants, là, qu'on mange avec eux, on discute avec eux. Et ils ont beaucoup de secrets qu'on prend. Oui? Ah bon. Oui, moi, je fais à son âme, comment on l'appelle déjà? Il y a un délinquant très de Porto-Nouveau, là. Adrien, qu'est-ce qu'il s'appelle? Je vais me rappeler le nom au cours de l'émission, peut-être. Atemenou, c'est celui qui est, c'est le délinquant qui est allé chez le ministre, l'ancien ministre, là, le très éloquent ministre, là, le révolutionnaire, là. Non, celui du Nord, là, qui parle vraiment un français très éloquent, là. Alioudou. Oui. Oui, Atemenou, c'est celui délinquant qui est allé chez Alioudou. Et vous savez ce qui s'est passé par la suite. Même quand nous l'avons arrêté, moi j'ai mangé avec lui. Et il m'a dit, est-ce que il est de Porto-Nouveau? Le jour où il est venu dans mon bureau, je l'ai reçu dans mon bureau. Il m'a dit, je ne sais pas si quelqu'un parle parmi vous. Il dit, Badé, Amado, nous sommes là, ouais. J'ai sorti le sourabi, on a bu un verre, je lui ai donné un deuxième verre après. Et on a sympathisé. Je l'ai présenté. C'est lui qui vous a mis à l'aise. Vous étiez loin de l'influencer, c'est lui qui vous a mis à l'aise. Moi, je ne suis aucun policier, aucun vrai policier là, n'est jamais parvenu à influencer un délinquant. Quand vous les mettez à l'aise, ils vous parlent. C'est ça. Ils vous parlent. C'est des humains comme nous, non? Mon général, vous apprenez beaucoup de choses d'eux. Hein. Attention, quand on dit que c'est des délinquants, c'est pas que c'est des déréglés. Hein. Ils ont de la mémoire, ils ont de l'intelligence aussi. C'est des humains. Ils ont fait bon, mon général, oui. Comme on nous a déjà averti, nous tendons vers la fin de cet entretien. Nous avions vu circuler depuis un certain nombre de temps des déclarations, des communiqués signés de votre directeur de cabinet en la personne de Dr Bion Dogo Woro. Oui. Parmi ces communiqués ou ces déclarations, il y en a quand même qui portent des germes d'inquiétude. Qu'est-ce qui vous fait peur, mon général? C'est-à-dire, vous inquiétez, qu'est-ce qui vous inquiète par rapport à la gouvernance actuelle, au point où l'un des communiqués faisait état de ce que votre vie serait menacée et qu'on pourrait attenter à votre intégrité. De quoi s'agit-il? Mes services, oui, suivent tout. J'ai des services. Je ne suis pas seul. J'ai des services. À l'intérieur du pays comme à l'international, j'ai des services. Et nous suivons tous nos amis d'en face. On suit tout ce qu'ils font. Donc, quand il y a eu cette affaire de coup d'État, par exemple, il y a eu des signaux de menace comme on va impliquer Rounion dedans. Et nous sommes sortis pour faire des mises au point immédiatement. Et depuis 3 jours, par exemple, on suit de près, on va aller déposer des armes ou de la drogue chez lui ou l'accuser, des trucs comme ça. Si nous avons ça, nous avons ces genres de signaux, nous faisons des communiqués pour les mettre en garde. Parce qu'après, il ne faut pas que les gens nient ce qu'ils veulent faire. Parce que vous savez que quand vous parlez là, vous dérangez le régime en place. Vous les dérangez sérieusement. Mais on n'est pas, moi, mes émissions, ce n'est pas dans le sens de les déranger. C'est dans le sens de contribuer à la démocratie. De contribuer à la démocratie. Et nous sommes dans une société que Pierre Rosanvallon appelle la société des égaux. Dans ce livre-là, Pierre Rosanvallon dit nous sommes dans une société des égaux. Il faut qu'on quitte maintenant l'état d'exception. Nous sommes dans l'état d'exception. Il faut qu'on quitte l'état d'exception pour revenir au droit normal. Moi, ma lutte est là. Et ma lutte, étant là, je ne peux que remercier les gens comme le professeur Olo, le président Ousmane Batokor et
M. Narcisse Tometi et Demi Yambako, tous ceux qui luttent pour la démocratie. Et je ne peux pas ne pas dire mon soutien à un Joël Aïvor ou à une Rikiat Madougou qui, au moins, servirait à autre chose dans un autre pays si on n'a pas besoin d'elle au Bénin. Les gens ont besoin d'elle ailleurs. Donc, ma lutte est là. Ma lutte, ce n'est pas une lutte quelconque. Et c'est ça, à ça que je dis, je pense que moi, je vais inviter tous les Béninois, qui qu'ils soient, où qu'ils soient, filles comme garçons, enfants comme vieux, jeunes comme vieillards, de toutes les religions, de toutes les convictions politiques, je vais les inviter incessamment à une fête de la démocratie le 11 décembre prochain. Je suis en train d'y travailler. Nous allons fêter la Constitution du 11 décembre 1990 pour montrer au régime en place qu'elle n'a pas réussi à réviser la Constitution. Pour autant, je ne vais pas dénigrer la lutte que mènent ceux qui travaillent pour la révision du code électoral. C'est leur vision. Ils mènent une action politique très digne d'ailleurs. C'est leur vision de la chose. Mais pour le juriste, une fois qu'il y a une décision de justice de la Cour africaine des droits de l'homme et d'Arusha en Tanzanie, qui dit que la révision constitutionnelle n'est pas advenue, la constitution qu'on nous présente là, de 2019, n'est pas la nôtre. Notre constitution, c'est la constitution du 11 décembre 1990. Et en le disant, je m'adosse en réalité à la décision de justice du tribunal d'Arusha en Tanzanie et de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples d'Arusha en Tanzanie. Et donc, je ne m'inquiète pas. Je ne suis pas inquiet. Et le Christ, Jésus-Christ a dit ceci. N'ayez pas peur de ceux qui peuvent tuer le corps. Nous sommes d'accord? Vous ayez peur de ceux qui peuvent tuer l'esprit. Et c'est notre esprit démocratique qu'on est en train de tuer aujourd'hui, parce que Joseph Diobenou lui-même, qui a contribué à la tuerie de notre constitution là, il a dit que cette constitution a une âme dans le passé. Et Narcisse Tometi dit que notre constitution a une charge émotionnelle et irrépressible. Et ceux qui ont donc rédigé cette constitution, il y en a qui sont encore vivants dans le lot. Et je pense qu'ils ont mis tellement de barrières que personne ne peut réviser cette constitution aussi facilement. On peut faire une loi, par exemple, constitutionnelle pour créer la Cour des comptes. Je pense que c'est la seule chose qu'on peut ajouter à notre constitution. Notre constitution a déjà très bien fonctionné par le passé. Il ne faut pas que les gens nous tombent sur l'anecdote. On ne doit pas nous tromper. Alors, si vous permettez, je vais poser cette dernière question-là. Alors, en général, on n'est pas habitué à vous voir dans l'espace public de cette manière-là. On vous voyait sous d'autres formes hier, directeur général de la police nationale. Depuis un certain temps, vous sortez et vous n'arrêtez plus de sortir. Vous parlez trivialement, c'est quoi le plan? Pardon, je n'ai pas compris. Je n'ai pas suivi la dernière partie. Je dis, mais on est désormais habitué à vos sorties répétitives. Pourquoi cet engouement? Oui, l'engouement, c'est que je suis démocrate de formation. Le bon policier est démocrate de formation. Au cours de notre formation de policier, de commissaire de police, qui est une formation très corsée, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, c'est une formation très corsée, vous êtes obligé d'étudier. Et quand vous êtes ouvert à l'esprit de démocratie, et que Dieu vous a donné la chance d'avoir la parole libre, vous êtes obligé de vous mettre au service de votre peuple pour vous battre aux côtés du peuple contre l'arbitraire du souverain et du juge. Je me battrai au côté. C'est une réunion politique ou simplement celui de démocratie? Je suis non seulement figure de démocratie, mais je suis en même temps politique. Je suis fortement politique même. Il faut que cela se sache. Désormais, je suis politique. Ce dont nous parlons, ce n'est pas politique. Si les gens respectaient le droit, vous me voyez en train de défendre tout ça là aujourd'hui. Donc, je vais me battre en politique aux côtés de Adjavon, de Kémy Séba, de Rikiat Madougou, de Joël Aïvor, de même Perzo, de Vigile Avancé, de Vital Panou. Je me battrai aux côtés de tous les Béninois avec toute mon énergie
je me battrai jusqu'à la dernière goutte de sueur et de sang de mon corps pour que la démocratie soit restaurée au Bénin. Et vous ne Rien ne pas, m'arrêtera. vous n'avez pas peur. Hein? La Vous peur. n'avez pas peur. Je vais avoir peur de quoi aujourd'hui? J'ai été radié de la police sans procédure. J'ai été radié de la police. Radié? Vous voulez dire radié? J'ai été radié. Je n'ai pas parlé de retraite d'office. C'est quoi là? Comment est-ce que vous avez été radié, M. Moulin? Je me lève un matin, on me dit vous n'êtes plus policier. J'ai 54 ans. Et un général va à la retraite à 62 ans. On ne vous a pas dit que vous n'êtes plus policier, on vous a dit que bon, vous allez vous reposer parce que c'est le moment peut-être de vous voir vous consacrer peut-être à la politique. L'énergie que j'ai maintenant, l'énergie que j'ai là, je vais la déployer en politique désormais. Et nous allons voir ce que ça va donner. Les Béninois devront compter avec moi demain. Et à partir de maintenant, et pour toujours, ils doivent compter avec moi pour que nous puissions faire la fête de la démocratie. Notre pays nous faisait notre fierté. Quand nous sortait, quand on allait à l'étranger, on voyait les pays où ça se passait comme ça, on riait. Mais je ne sais pas cette ruée des avatars que nous connaissons aujourd'hui pour répéter le professeur Olo dans son article démocratie et revitaliser, démocratie émasculée. Quelle est cette ruée des avatars? Voilà qui est nous devons combattre cette ruée des avatars. Hein? Non, voilà qui est désormais clair. Hein? Voilà qui est désormais clair. Vigile a eu le privilège d'introduire avec la première question. Je vais laisser Jos Perzo Anango donc finir cette émission. Merci bien, merci pour cet entretien que j'ai trouvé assez court, bien que nous ayons passé un temps assez long. C'est long, oui, c'est long, bien sûr. Général, oui. Tout à l'heure, je vous ai écouté jeter les fleurs à certaines personnalités, à la population et autres. C'est vrai, l'enfant malade de la démocratie béninoise reste la presse, bien entendu. Quel regard vous portez sur les actions de la presse? J'ai de la compassion pour les journalistes. J'ai de la compassion pour les journalistes. J'ai de la compassion pour les journalistes. Et je vous donnerai un exemple. Je vous donnerai un exemple ou deux rapidement parce que le temps est parti. Vous connaissez le journaliste qu'on appelle Aboubacar Takou? Oui. Du Béninois libéré. C'est le journaliste qui m'a le plus insulté dans ma vie. Vous voulez parler d'aujourd'hui ou bien quand vous étiez aux affaires? J'étais policier, je travaillais. Oh, il s'est fait que Aboubacar Takou, c'est un jeune frère. Il était derrière nous au collège. Il me semble qu'on le dénonçait d'1 an ou de 2 ans, je ne sais pas. Mais le jour où j'ai vu Aboubacar Takou, je lui ai tapé le dos, j'ai dit, mais Abou, est-ce que toi, là, tu n'auras jamais l'occasion de me flécher? Qu'est-ce que je t'ai fait? Et c'est là, il m'a dit, mais Fofo, à partir d'aujourd'hui, je ne prendrai plus position comme toi. Parce que je n'ai jamais su que tu allais me parler avec si tant de fair play. Et plus loin, il a été question de suspendre son organe de presse à l'époque. Je fais partie de ceux qui ont résisté. On devait l'arrêter, on devrait lui faire des misères. Je vous le dis aujourd'hui, je fais partie de ceux qui exprès ne l'ont pas vu pour l'arrêter à l'époque. Que les politiques m'excusent beaucoup, c'est des choses que je n'aime pas qu'on fasse aux journalistes. Et un autre journaliste qui m'a le plus insulté aussi, c'est le journal de Charles Tokor. Mais le matinal. Il y a l'autre qui est mort aussi, mais Vincent Folly. Vous savez qu'un jour, je suis rentré dans la rue, dans mon quartier, j'ai vu Vincent Folly. Je lui ai dit, mais grand frère, comment ça va? Et tout de suite, il était étonné. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous êtes dans des fonctions publiques, vous avez la charge d'un État, laissez les gens vous critiquer. Vous n'avez pas vu le général Mathieu Crécou ici parler à Charles Tokor? Moi, j'ai l'image là, j'ai gardé l'image là. Parce que Charles Tokor critiquait beaucoup le général Mathieu Crécou. Mais qu'est-ce que le général a dit? Le général a dit, mais si ça lui permet, si ça permet aux journalistes de vendre leurs papiers pour vivre, pour mon problème. Il faut que les gens aient une culture démocratique pour libérer la presse. La presse est vraiment
des choses là. Je remercie même, je félicite même Visir Awansé qui est encore dans le pays. Je ne savais pas qu'il était encore à Cotonou, hein, pour tout ce qu'il a subi. Et regardez. Regardez. Non, bon, quand je dis à Cotonou, Bénin, quoi. Et regardez, par exemple, le journal là qui a été fait, Golf TV, oui, tout un groupe de presse. Et on fait cette groupe de presse là pour dire qu'on fait l'apologie de coup d'État. Alors que nous-mêmes, nous sommes dans un régime de coup d'État permanent. Sika TV n'existe plus. Sika TV n'existe plus. Non, laissez les gens. On n'a pas vu les émissions là ici, Actu, Bébête Info et Kokami. Et les journalistes, et même celui qui est aujourd'hui le porte-parole du gouvernement, Léandre Goumedi, il a critiqué vêtement le régime précédent. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Rien. Nos journalistes, c'est nos grands frères, nos petits frères, nos amis. Hein? On est heureux avec eux. Moi, quand j'étais aux affaires, peut-être que je n'ai jamais eu l'occasion de vous voir, vous. Mais moi, je prenais au moins mercredi, du temps à autre, pour manger un morceau avec les journalistes, pour discuter avec eux. Quand les gens ne vous critiquent pas, vous n'avancez pas. Mon enfant m'a dit, tu ne dois pas faire 1h30 dans ton émission. Tu parles trop. Tu ne dois pas faire plus d'1h30. Et tu ne dois pas nous citer des ouvrages. On vient de faire 1h30. Oui, il dit, tu ne dois pas nous citer des ouvrages aujourd'hui. Aujourd'hui, là, c'est émission sans ouvrage. Ne va pas traiter dans ton domaine, nous faire recension d'ouvrages. Et je lui ai dit, OK, monsieur le diplomate, j'ai compris. Pourquoi vous pensez que vous êtes plus intelligent que les autres? Je ne suis pas plus intelligent que mes enfants. Qui plus est, je ne suis pas plus intelligent que vous, les journalistes comme vous. J'ai une spécialité. Et votre spécialité, autant que la mienne, concourt au vivre ensemble. Facilitons voilà une belle conclusion. Merci beaucoup. Merci.